Bonjour, merci beaucoup d'être présents aussi nombreux aujourd'hui. Et je suis d'autant plus heureuse de recevoir les Mahmoud Hussein, que je connais de longue date, et c'est toujours un plaisir de vous recevoir tous les deux. Je pense que vous, ici présents, vous connaissez les Mahmoud Hussein, qui sont donc ces deux intellectuels franco-égyptiens qui travaillent ensemble depuis des dizaines d'années, j'en dirai pas plus, qui écrivent ensemble depuis 50 ans, qui se connaissent et qui ont une complicité intellectuelle hors du commun. Donc, merci beaucoup à Bahgat El Nadi et à Adel Rifat d'être ici, parce que vous avez chacun un nom aussi, même si vous écrivez sous le pseudonyme de Mahmoud Hussein. Nous sommes ici pour parler de l'Égypte à l'occasion de la sortie de leur ouvrage « Les révoltés du Nil, une autre histoire de l'Égypte moderne », dont je vous recommande vivement la lecture, mais on en reparlera tout au long de cette présentation, puisque c'est vraiment une histoire de l'Égypte contemporaine, une histoire longue et qui permet vraiment de comprendre ou de donner à comprendre ce qui se passe aujourd'hui en sortant d'un certain nombre de lieux communs dont on entend parler lorsque l'on parle de l'Égypte. Le premier lieu commun qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est que c'était mieux avant la Révolution. Ce sont des propos qui, évidemment, sont des propos très réducteurs, qui ne donnent absolument pas à comprendre ce qui s'est passé. Et le grand intérêt de cet ouvrage, c'est vraiment de comprendre l'évolution non seulement de l'Égypte, mais l'évolution de l'émergence du sujet, du citoyen égyptien. Et c'est vraiment cette histoire qui est racontée dans cet ouvrage, qu'on peut lire comme un roman, d'ailleurs, qui se lit vraiment très, très facilement comme un roman, qui est plein d'informations sur cette histoire longue de l'Égypte, que finalement on a l'impression de très bien connaître, mais qu'on ne connaît pas forcément toujours aussi bien, avec des moments clés de cette histoire, et qui est relatée, puisque vous commencez ce récit à la fin du XVIIIe siècle, et vous nous expliquerez d'ailleurs peut-être pourquoi vous êtes parti de cette date, qui est une date importante pour comprendre l'histoire contemporaine de cette Égypte. Et donc ce récit est aussi le récit de l'évolution de ce qu'est l'Égyptien, le citoyen, le sujet égyptien, le citoyen égyptien, et comment cette évolution a conduit à la révolution de Tahrir de 2011, et avec toutes les interrogations que l'on peut avoir aujourd'hui. Mais je ne suis pas là pour moi parler de ce livre, mais on est là pour vous entendre, pour vous écouter. Première question toute simple, c'est comment vous avez abordé ce sujet. J'ai commencé à effleurer quelle était la démarche de votre travail et comment ce travail s'est élaboré et comment vous êtes arrivé à nous raconter cette histoire de l'Égypte contemporaine. Disons qu'on essaie d'y réfléchir depuis un demi-siècle. Nous avons déjà commis, précisément il y a 50 ans, un premier livre intitulé « La lutte des classes en Égypte », dans une perspective marxiste. Et là, à cette époque, c'était déjà assez perturbant parce que c'était la période nassérienne. On parlait de nation, on parlait de lutte contre l'impérialisme. La lutte de classe ne faisait pas bon genre dans l'affaire, et ça a dérangé certains. Mais enfin, pour nous, nous avons senti le besoin de dépasser ces concepts, tout simplement parce que la question lancinante, c'était « mais qu'est-ce qui empêche les peuples de se révolter contre l'oppression ?» D'accord, on peut voir l'aspect répressif d'un régime, on peut voir le fait qu'il est difficile de s'organiser pour lutter, etc. Mais enfin, ça nous semblait beaucoup trop superficiel. Il y avait des choses à fouiller, et c'est là que nous avons peu à peu donné une énorme importance comment dire, au tissu cellulaire de la société. Allez voir ce qui se passe au niveau de la subjectivité de chacun. On a senti très tôt qu'il y avait là un énorme blocage, et c'est bien pourquoi,
pour l'étudier, nous sommes revenus vers le XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire vers une société égyptienne figée depuis de longs siècles dans un certain régime musulman, puisqu'il y en a beaucoup, il ne s'agit pas d'essentialiser ici, et à partir de là, on a pu déployer cette démarche en montrant les étapes à travers lesquelles, peu à peu, est née cette conscience individuelle qui elle-même permet une conscience plus large, qui est la conscience patriotique, nationale, et enfin la conscience révolutionnaire ou citoyenne. Tout ça a mis du temps, et tout simplement parce qu'on vient de très très loin. C'est un peu quand nous entendons des gens dire, vous savez, Tahrir, bon, finalement, on termine avec si, nouvelle dictature, etc., ça ne valait pas le coup. Mais c'est tout simplement qu'on ne sait pas où chercher le changement. Alors, où le chercher? Je me demande quelques minutes d'effort d'imagination, parce qu'il en faut vraiment. C'est quoi un sujet du sultan à la fin du XVIIIe siècle? On ne se rend pas compte. Aujourd'hui, il va de soi que pour chacun d'entre nous, la présence au monde et le fait de se sentir un individu responsable de ses propres actes, ça va de soi. C'est une chose évidente. Chacun d'entre nous fait comme s'il en a toujours été ainsi. Mais justement, non. Quand nous prenons le sujet du sultan, donc à la fin du XVIIIe siècle, il est inscrit dans une structure à la fois mentale et matérielle qui fait qu'il est totalement privé de repères personnels. Ça veut dire quoi? Bon, d'abord, il y a le sentiment que tout ce qui se passe sur la Terre est un reflet direct de décisions prises au ciel. Il y a la toute-puissance du divin qui régit quotidiennement les actes de chacun. Donc, nous avons des gens qui ne reviennent pas à eux-mêmes pour expliquer quoi que ce soit. Ils se sentent prédestinés, ils sentent que la vie coule, les emporte, les emmène. Ça ne dépend pas d'eux, c'est une décision divine. D'où d'ailleurs le fait que pour eux, celui qui représente la volonté divine, en l'occurrence le sultan, est au-dessus de tout débat. On ne revient pas sur le fait qu'il fait ce qu'il veut parce que Dieu l'a mis là, et donc c'est la volonté divine qu'il en soit ainsi. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect, sur le plan de la démarche terrestre de chacun, puisque chacun est inscrit quelque part dans le système productif, eh bien, il faut voir aussi qu'il n'y a pas d'individualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans des sortes d'alvéoles relativement fermées, soit des quartiers, des corporations de métiers, ou alors à la campagne, ce sont des villages, ou autour des campagnes, ce sont des tribus bédouines. Il y a des communautés traditionnelles dans lesquelles chacun ne se pense pas en tant que tel, mais se pense à travers la communauté. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment tenter un effort d'imagination. C'est un voyage dans le temps pour imaginer ce que c'est que quand le membre d'un village ou d'une corporation du métier dans les villes regarde le monde alentour, il n'a pas de repères personnels. C'est les repères de sa communauté, de sa corporation, de son métier, de son quartier, avec sa petite mémoire, avec les choses qu'il faut retenir. Et c'est à partir de là qu'il existe sur la Terre. Il ne se comporte pas vis-à-vis des autres en disant « moi, je ». Ça ne veut rien dire. Voilà, c'est vraiment, on est là dans un système où l'immense majorité des gens vit comme ça. Et quand je dis immense majorité, les chiffres qu'on a toujours à cette période, il y a entre 2,5 millions et 3 millions d'Égyptiens,
gouverné d'une main de fer par quelques 10 000 fonctionnaires avec ceux qui représentent le sultan et les Mamelouks qui sont la caste militaire dirigeante. Alors, c'est avec ça, on se rend compte que il y a déjà une explication évidente. Pourquoi est-ce qu'on ne se révolte pas? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas changer les choses? Pourquoi est-ce qu'on n'imagine même pas de changer les choses? Parce qu'on considère que même l'exploitation, même l'oppression qui vient d'en haut va de soi, elle est légitimée par le fait que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et en notant, et d'ailleurs c'est resté jusqu'à tout récemment, le fait que il est si évident que celui qui a mis au pouvoir le sultan ou les gens qui le représentent, c'est Dieu. Eh bien, il n'est même pas pensable, même s'il se trompe, même s'il va très loin dans la justice, etc., il n'est pas pensable de se dire, eh bien, on veut le changer. C'est Dieu qui l'y a mis, c'est Dieu qui l'inspire. S'il se trompe, c'est Dieu qui a voulu qu'il se trompe. Et de toute façon, s'il doit être éjecté, c'est Dieu qui va l'éjecter et pas moi. Donc voilà un peu le contexte d'où nous partons. Il faut dire un mot, quand même, d'une grande importance sur le fait que cette société a été profondément ébranlée par un événement extérieur, à savoir l'expédition française de Bonaparte. Et bien sûr, on ne peut même pas tenter de résumer tout ce qui s'y passe, mais enfin, dire quand même que la fracture à la fois politique, sentimentale et psychologique vient du fait qu'en très peu de temps, les Mamelouks qui dirigeaient l'Égypte et dont on pensait qu'ils étaient invulnérables, ils ont mordu la poussière. Bonaparte s'installe, prend le pouvoir, et pour la toute première fois de mémoire d'homme, on se rend compte que le pouvoir n'est plus aux mains d'un représentant de la loi de Dieu. C'est même, et on le découvre très vite, le pouvoir est aux mains de gens qui ne se réfèrent pas à Dieu pour gouverner. Il n'y a pas de continuum entre le ciel et la terre. Il y a des évidences qui sont des évidences rationnelles. On décide de faire ceci ou cela, il y a des rapports de force, on parle politique. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un effet de sidération totale où, évidemment, aucun Égyptien ne remet en question la toute-puissance divine. Si cela se passe, c'est que Dieu l'a voulu. Mais pourquoi l'a-t-il voulu? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a des phrases incroyables. Nous avons la chance d'avoir un grand uléma qui a tenu les chroniques quotidiennes de l'expédition, à savoir Abdelrahman Ngabarti, qui parle de l'effet de sidération. C'est comme si le monde entier était... les priorités étaient inversées. C'est la fin du monde. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis, bon, il faut bien vivre. Et peu à peu, il se passe que les ulémas, qui ont toujours joué un rôle de tampon entre la classe dominante et le peuple, ils essayent de s'arranger comme ils peuvent, ou en tout cas certains d'entre eux, avec le pouvoir militaire, le pouvoir de l'expédition. Mais très vite, il y a une première révolte, puis une deuxième révolte du peuple du Caire. C'est pas possible. Pas possible. Si Dieu a fait cela, c'est qu'il attend de nous qu'on revienne à l'ordre normal des choses, que l'islam reprenne sa place et que voilà. Bon, il se trouve bien sûr que les révoltes vont être vaincues. La deuxième, notamment sous le pouvoir de Kléber, a été atroce. Il se trouve que donc il y a un moment où la ville du Caire est complètement encerclée, bombardée constamment avec des quartiers complètement détruits. Et là, il y a à la fois le peuple du Caire, ces communautés-là qui
qui se retrouvent, qui sortent un peu de leur isolement relatif, qui se retrouvent ensemble. Et il y a aussi des Mamelouks, il y a aussi même des représentants du pouvoir ottoman qui sont là, tous ensemble, face aux Français. Et il se passe quelque chose d'une extrême importance. Les premiers qui flanchent et qui veulent s'arranger avec les Français, vous le devinez, c'est les Mamelouks et les Turcs. Le peuple égyptien dit non. Et pourtant, c'est lui qui prend le gros des destructions et des morts. Bon. En tout cas, tout ça pour dire que, après cet ébranlement, il se passe que les Français vont partir au bout de 3 ans, vaincus pas par les Mamelouks ou les Turcs, mais par les Anglais. Et ils s'en vont, et il y aura bientôt une nouvelle révolte du Caire, mais d'une beaucoup plus grande importance, parce qu'avec cette expérience-là, non seulement les quartiers sortent de leur isolement, mais il y a une direction traditionnelle qui se forme, qui représente un peu cette nouvelle totalité, avec un début de sentiment, nous sommes des Égyptiens, puisque leur direction, ce ne sont plus les Mamelouks, mais contre les Mamelouks, avec les autorités locales égyptiennes. Pour aller vite, malheureusement, c'est passionnant, parce que là, il y a des choses où on voit que l'expérience de l'expédition française, l'expérience d'un pouvoir où on consulte les gens, on ne se contente pas de leur donner des ordres. Le diwan, c'est-à-dire la sorte de conseil que Bonaparte avait mis en place, avait permis même à certains ulémas quelque chose d'incroyable, de se réunir, de discuter, de voter. Bon, il y a tout cet aspect des choses qui a marqué les imaginations et qui, au cours de cette nouvelle révolte, va permettre de poser de toutes nouvelles questions. Est-ce que la population, à travers sa direction traditionnelle, ne peut pas faire autre chose que supplier les gouvernants? Est-ce qu'elle ne peut pas imposer ne serait-ce qu'un contrôle minimal, ne serait-ce que le contrôle des impôts qu'on prélève? Bon. Et il se trouve que là, une occasion incroyable, il y a Mohamed Ali qui est là, qui est un général de l'armée turque, qui a observé les combats d'avant, qui se sont passés avant, qui a pigé que dans l'armée française, il y avait quelque chose d'important, un secret là, qu'il fallait déterrer et prendre. Et il va jouer un rôle très intéressant, accompagner la révolte populaire, en attendant d'être peu à peu porté par cette révolte et quasiment imposé au sultan comme étant le nouveau gouverneur d'Égypte. Bon, il faut aller très vite, même si c'est une période passionnante, parce que Mohamed Ali et ses descendants, tout au long du XIXe siècle, vont faire quelque chose de tout à fait nouveau. Ils ont découvert qu'il fallait moderniser l'Égypte. Le mot n'existait pas à l'époque, mais on l'utilise abusivement. Qu'est-ce que c'est que la modernité? Qu'est-ce que l'Europe avait de si important par rapport à la société traditionnelle? Mohamed Ali l'a résumé en 2 idées. Une certaine formation de l'esprit qui fait prévaloir la raison dans le raisonnement. Et deuxièmement, une certaine forme d'organisation de la société qui fait prévaloir la division technique du travail. Et là, ça va l'inspirer. Une fois qu'il prend le pouvoir, il va évidemment, au bout de 3-4 ans, éteindre toute révolte populaire et imposer un régime où il va tenter de moderniser, pas à travers une société qui avance, mais en redonnant à l'État une mainmise absolue sur la société, ce qu'elle n'avait pas à l'époque. Et entre autres, et c'est ça qui est important pour la suite, c'est qu'il va inventer, il va mettre en place un embryon de classe moyenne qui va d'abord se résumer à quelques centaines de
de personnes prises à Al-Azhar, puisque c'était la seule forme d'enseignement de l'époque, qu'il envoie à Paris pour étudier telle ou telle discipline, ou en emmenant au Caire toute une série de gens qui vont venir le conseiller pour créer une nouvelle armée, déjà avec un élément de rationalité dans l'affaire, pour créer une nouvelle administration avec aussi un minimum de rationalité proto-moderne, n'allons pas trop vite. Et avec tout ça, il y aura, au bout de 1, 2, 3 générations, un début de classe moyenne, c'est-à-dire un acteur social qui n'existait pas et où l'individualité va commencer à poindre. Individualité, pourquoi? On le sort de sa petite communauté, de son alvéole, de son village ou de son quartier, et on va lui apprendre les rudiments de ce qu'il doit faire, soit dans l'armée, soit dans une administration, soit dans des manufactures que Mohamed Ali va faire construire et où ils vont s'habituer à entrer, à produire, non pas chacun dans son petit coin, mais à produire ensemble avec le concept de manufacture. On passe sur 1001 détails pour arriver à cette idée clé que la société commence à changer à partir du moment où nous avons un acteur social qui commence à exister par lui-même, puisqu'il faut bien qu'il assume sa responsabilité. Alors, en tant que fonctionnaire, et ensuite très vite en tant qu'avocat, ingénieur, médecin, toutes les professions libérales, peu à peu il y aura même de la propriété privée, et tout ça donne cet embryon de classe moyenne avec quelque chose de tout à fait fondamental pour l'avenir. L'idée de la responsabilité individuelle suppose, d'accepter, disons-le d'abord par un mot et puis décrivons, c'est la sécularisation. C'est l'idée que, bien sûr, Dieu est tout-puissant, mais on est obligé, dans la réalité des faits, de faire une séparation entre le monde de l'esprit et le monde des choses. Le monde de l'esprit, Dieu le domine, il domine nos âmes, il domine, c'est lui qui va décider de notre destin final. Mais dans la vie sur Terre, dans le quotidien, il faut bien reconnaître que Dieu admet ce qu'il faut appeler des lois qui se répètent, qui ne peut pas changer n'importe quand. Si vous voulez, en gros, c'est l'idée qu'il y a sur la Terre, dans l'ordre des choses, le caprice de Dieu ne joue plus. Et c'est énorme. Il faut s'habituer à ça. Et il faut voir ce que ça veut dire pour ces individus naissants de s'habituer à l'idée qu'ils découvrent un monde relativement impalpable, parce qu'ils font ce qu'ils ont à faire dans la vie. Mais la vision des choses est fracassée. Il n'y a plus cette unité simple, cette totalité simple que l'islam représentait. Il y a deux choses, et dans le monde, ce qui est terrifiant, non seulement il faut commencer à penser par soi-même, mais il faut se rendre compte que l'Europe, qui elle n'est pas musulmane, est très en avance sur nous là-dedans. Donc il faut apprendre d'elle. Bon, imaginez un peu l'ensemble des problèmes qu'on essaye d'analyser, bien sûr, en détail. Mais pour arriver à une nouvelle forme de révolte, en fait, en 82, la révolte dite de Arabi, qui instaure un nouveau contact entre cette proto-classe moyenne et un dirigeant de type nouveau. Il n'y a pas seulement le vice-roi, c'est-à-dire le descendant de Mohamed Ali, avec la sacralité qui est liée à son statut, mais il y a ce qu'on va appeler depuis le zaïm, c'est-à-dire le dirigeant populaire qui a aussi sa forme de sacralité, mais qui est autre, qui est une sacralité qui épouse la nouvelle
le nouvel espace d'identification où se retrouve cette classe moyenne en formation et qui est l'égyptianité, c'est-à-dire la patrie. L'idée de patrie même est née dans les années 30. Il y a un très grand écrivain, Tartawi, qui en parle. Mais enfin, c'est encore un texte montrant l'influence de la pensée européenne sur un islam éclairé. Mais enfin, pour que ça devienne la chose de milliers d'Égyptiens, et à partir de quoi ça devient un événement politique, il aura fallu cette première révolte d'Arabi, où on découvre qu'il y a, parallèlement au pouvoir sacral du vice-roi, il y a un pouvoir relativement sacral, mais plus lié aux choses terrestres, plus lié à cette patrie qui est en train de se faire, et où se retrouve cette nouvelle classe moyenne en formation. La révolte sera vaincue. 40 ans après, il y aura une nouvelle révolte, mais tellement plus importante que c'est une révolution, au sens du terme, où nous avons déjà une classe moyenne importante, où nous avons des individus qui s'assument et qui se révoltent contre le protectorat britannique. Et là, nous avons une nouvelle sorte de chef, de zaïm, puisque c'est un zaïm sur lequel les centaines de milliers de ces nouveaux individus ont une prise nouvelle. D'abord, on avait un chef qui décide de tout et il a l'appui du peuple. Une fois qu'il est vaincu, il admet sa défaite, le peuple s'incline, on n'en parle plus. Il n'y a pas d'autonomie vis-à-vis de ce chef. En 1919, il y a une nouvelle autonomie. Ce nouveau zaïm, et d'ailleurs très longtemps en exil par les Anglais, il a simplement allumé la flamme et on a des millions d'Égyptiens qui prennent des initiatives toutes seules. Donc là, on est vraiment dans la cristallisation de ce qu'on peut appeler un acteur social moderne, c'est-à-dire un individu qui n'est ni isolé de sa communauté, ni en révolte contre Dieu, mais qui a déjà un espace de liberté, de responsabilité et de capacité d'aller au-delà de ce que le chef lui demande. Donc là, nous avons une expérience où la démocratie s'installe, où la laïcité, parce qu'il faut bien voir, c'est un mot qui est devenu difficile à prononcer ces jours-ci, mais à l'époque, le parti Wafd que représentait Zaghloul proclamait la laïcité, ce qui introduit une nouveauté, à savoir qu'il n'y a pas que les musulmans, les coptes égyptiens sont à égalité de droits et de devoirs avec les musulmans, etc. Troisièmement, on va très très vite là, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a une nouvelle sorte de dirigeant, c'est Nasser. Et Nasser, c'est quand même quelque chose, parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de résumer son pouvoir en disant, voilà, c'est une sorte d'autocrate, il était un autocrate, c'est une sorte de despote, il était despotique. Et puis, bon, mais alors, ben non. Il y a deux choses chez Nasser, il faut bien les voir. Il prend le pouvoir par un coup d'État, bien évidemment, mais il va se transcender à partir du moment... D'abord parce que la situation mondiale va le permettre, et il va se transcender en utilisant le fait que le colonialisme à l'ancienne franco-britannique était en déclin, que deux nouvelles superpuissances montaient, les Russes et les Américains, que les deux lorgnaient cette région, et des dirigeants comme Nasser, aidés d'ailleurs, pour le penser, avec les Chou En-lai, les Nehru, ensuite les Tito, etc., se sont dit, ben, on va jouer un jeu de balance entre les deux pour gagner une marge d'autonomie. Et il se trouve que Nasser a bénéficié, c'est le cas de le dire, de circonstances incroyables, puisque
en 1956, il voulait absolument construire le haut barrage, pour des raisons sur lesquelles on reviendra si vous voulez. Mais il se trouve qu'il s'est adressé d'abord aux Américains, comme de juste, puisque au départ, il est venu au pouvoir aidé par les Américains. Et les Américains comptaient sur lui pour... Bon. Et là, l'idée d'assumer l'indépendance de l'Égypte et d'utiliser cette contradiction nouvelle lui a donné l'occasion de devenir un grand dirigeant égyptien et même mondial, puisque en 1956, les Américains ont retiré leur offre de financer le haut barrage et il s'est adressé aux Russes. Il se trouve, comme par hasard, que la situation va très vite s'aggraver. Il décide, et c'est tout à son honneur, non pas de s'incliner, comme beaucoup le lui conseillaient, mais de défier l'Amérique. Et le 26 juillet, un moment qu'aucun Égyptien vivant ne peut oublier, il fait un discours absolument gigantesque, Alexandrie, où il dit, eh ben, je nationalise le canal de Suez. Il faut imaginer ce que cette phrase veut dire pour tous les Égyptiens. Le canal de Suez a été creusé par des centaines de milliers d'Égyptiens sous le régime de la corvée. C'était même pas, on les payait. Ils devaient apporter du village de quoi se nourrir. Alors, la chaleur, la promiscuité, le fouet, les microbes, l'isolement, puisqu'on leur a imposé de venir là, ils crevaient comme des mouches. Et là, avec tout ça, le canal de Suez est retiré comme propriété à l'Égypte par un jeu, évidemment, de la haute finance internationale, qui fait que même le canal de Suez n'était plus la propriété du peuple égyptien. Donc, il y a quelque chose d'absolument inimaginablement fondamental dans le fait qu'à ce moment-là, Nasser dise « je nationalise, je le prends ». Et c'est un défi qui a été ressenti, d'ailleurs, non seulement par le peuple égyptien comme une espèce de revanche de 70 ans d'humiliation, mais c'est intéressant de noter que dans beaucoup d'autres pays, du tiers-monde en particulier, je me souviens qu'ensuite on a fait un film sur cette période, et on était à Saint-Louis du Sénégal. Et c'était un prof absolument délicieux qui disait pour lui, il a pleuré ce jour-là. Mais le canal de Suez, qu'est-ce que ça pouvait représenter pour un citoyen sénégalais à Saint-Louis du Sénégal? Eh bien non, il faut croire que ce sont des choses qui voyagent souterrainement et qui travaillent les imaginations. Et là, donc, la nationalisation du canal de Suez a été un moment énorme où Nasser était devenu intouchable pour les Égyptiens. Il avait fait ce qu'il n'espérait même plus, mais bon, il l'a fait. Et 3 mois après, il y a l'agression dite tripartite, France, Angleterre et Israël. Bien évidemment, l'armée égyptienne n'est absolument pas capable de tenir le coup, mais cette débâcle militaire n'est même pas ressentie, tout simplement parce que l'Amérique d'Eisenhower, qui venait d'arriver au pouvoir, a décidé que les Français et les Anglais l'avaient bousculé et que ce n'était pas des manières, et il leur a dit non, maintenant vous rentrez. Il y a aussi les Russes qui, eux, ont joué leur rôle tout seuls, ils n'auraient pas pu. Mais là, ils ont dit, ben, si les Franco-Anglais ne reculent pas, on va envoyer une bombe atomique. Enfin, bref. Toujours est-il que de cet événement, on arrive à une espèce de victoire politique gigantesque. Nasser, je le répète, devient intouchable. Il crée un régime où il va permettre aux Égyptiens de s'affirmer dans leur patriotisme, dans leur fierté d'être, ce qu'ils n'avaient jamais eu jusque-là, et même pour ce qui est d'une partie des fonctionnaires et des ouvriers, avec un filet de sécurité sociale qui va leur donner la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école, à l'université, etc. Et donc, il acquiert une popularité qui se comprend et qui se respecte. Mais, en contrepartie,
d'une entreprise absolument systématique où il va décider d'éradiquer tout ce que, depuis un siècle, les Égyptiens ont gagné en espace de liberté, en espace de responsabilité, en capacité de prendre eux-mêmes des initiatives. Il va fracasser les partis, il va fracasser les syndicats, il va créer une structure totalement verticale à partir de laquelle on bouge en bas à partir du moment où c'est en haut, c'est décidé par en haut. Et je me souviens d'ailleurs d'un discours absolument incroyable. Je ne sais plus, enfin il y avait un événement. Et Nasser s'adressant dans ce discours à un syndicaliste corrompu en lui disant « Ah non, 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 ce n'est pas les ouvriers qui demandent, c'est moi qui donne. » Donc, il instaure, il revient à une espèce de structure où on retrouve le Mohamed Ali 150 ans avant, où tout part de l'État et où la société doit s'incliner. Évidemment, ça ne se fait pas simplement, mais il faut dire que là, pour en revenir à notre schéma, il retrouve, non pas il retrouve, il construit une figure d'autorité qui conjoint l'autorité sacrale, verticale des anciens sultans et des anciens pharaons même, il retrouve ça, et en même temps, il retrouve la sacralité du père, qui est devenu le père de la nation, et qui permet un jeu de sensibilité où beaucoup d'Égyptiens, même sans être d'accord avec lui sur ceci ou cela, mais bon, c'est le père de la nation. Il y a ce double. Ça, jusqu'à la défaite de 1967. Juin 1967, c'est une date absolument capitale parce qu'elle va donner le signe d'une grande dégringolade, d'une grande régression de ces 150 années de sécularisation progressive. On va revenir à un nouvel obscurantisme, mais pas à pas, on peut y revenir si vous voulez. Mais il se trouve que le jour de la défaite est consommée le 8, l'armée israélienne campe sur la rive est du canal de Suez. Si elle veut traverser, aller au Caire, personne ne peut l'en empêcher. L'armée égyptienne s'est complètement effondrée. Et Nasser fait un discours incroyable. On s'en souvient encore parce que nous n'avons vraiment aucune espèce d'indulgence à son égard. Mais je me souviens d'avoir sangloté quand j'ai vu ce discours. Il a dit je m'en vais, je suis responsable, évidemment. C'est moi qui suis responsable. Bon. Et il se passe quelque chose d'absolument incroyable. On entend comme une houle, comme une espèce d'océan qui vient d'on ne sait où. On ne sait pas ce qui se passe au départ, mais les gens, c'était pas encore tout à fait la nuit, c'était fin d'après-midi, les gens descendent. En pyjama, en robe de nuit, pieds nus, comme on était en entendant le discours. Et puis, on se retrouve 5-6 millions de personnes qui disent une chose. Personne ne s'est consulté, personne n'a attendu. Mais tout le monde savait, en descendant, que tous les autres allaient faire la même chose. C'est ça qui est incroyable. Nasser, tu restes. Et ce n'est absolument pas en ignorant sa responsabilité. Il venait lui-même de la reconnaître. Mais on ne rappelle pas Pharaon, on rappelle le père. Et ça, c'est capital de voir. Nous passons à un autre registre. Le père, même quand il a tort, même quand il est responsable de la défaite, s'il nous quitte au moment de la défaite, on est fichu. On n'arrive plus à se retrouver, on ne sait plus qui on est. Il faut qu'il reste. Et il se passe ensuite, pendant 3 ans, jusqu'à la mort de Nasser, une espèce de malentendu gigantesque, puisque le peuple égyptien a ramené Nasser, retrouvant par là cette souveraineté populaire que justement Nasser aura tout fait pour lui retirer. Il le rappelle, il rappelle le père, mais en lui disant il faut que tu armes le peuple. L'armée, ça ne suffit pas. Nous sommes des millions à vouloir nous défendre. On ne peut pas continuer comme ça. C'était l'idée de refuser la capitulation.
Nasser, bien sûr, revient au pouvoir, mais il est hors de question dans son esprit de faire ce que le peuple lui demande. Il va jouer sur les deux tableaux. Oui, voilà, j'essaye, etc. Il fait un procès vaguement ridicule contre les officiers de l'armée. Une révolte, immédiatement, quelques mois après, a lieu pour lui dire ça ne suffit pas, il faut faire un autre procès. Bon, si vous voulez, le peuple égyptien intervient directement dans ce rapport. Il n'est plus simplement attentiste. Ça, c'était en février 68. En novembre 68, une très grande révolte partant d'Alexandrie avec les Égyptiens, les étudiants des universités, mais aussi toute une partie du petit peuple des villes qui demandent à Nasser d'organiser ce qu'il ne fait pas, c'est-à-dire une sorte de résistance populaire. Je passe sur les détails parce que il va tenter, en revenant vers les Russes, de créer une batterie de missiles contre les avions israéliens, enfin peu importe. Toujours est-il qu'il retrouve un minimum d'initiative. Bien sûr, si vous voulez des détails, on reviendra. Mais, et là, il va mourir en plein milieu d'une crise terrible qui est la crise de Septembre Noir. Bon, il est épuisé et il meurt. Sa mort donne lieu à quelque chose de très, très, très impressionnant aussi. C'est les mêmes 6 millions de cairotes qu'il avait ramenés 3 ans plus tôt, qui lui disent adieu. Mais dans cet adieu, dans ce moment incroyable, tout le monde sait bien que on l'avait ramené pour essayer de tromper la défaite. Maintenant, on sait qu'elle ne sera pas trompée. Et il y a quelque chose de pathétique parce qu'on sait bien que plus jamais ce ne sera la même chose. Pas seulement parce qu'il est mort, mais parce que sa mort, c'est aussi la mort d'un rêve. C'est aussi la mort de toutes ces dizaines d'années où on a pensé que par la modernisation, par la sécularisation, par des avancées progressives, même sans démocratie, on allait pouvoir réussir quelque chose. Et là, tout s'effondre. Et puis, il y a Sadat et Moubarak qui vont reprendre la menthe, mais avec un prestige amoindri. Sadat va tenter de gagner un certain prestige en faisant la traversée du canal. Malheureusement pour lui, très vite, les Israéliens vont reprendre l'initiative. Bon, là aussi, tous ces détails, si vous voulez, on pourra en revenir. Mais c'est pour dire qu'au moment où on arrive à la fin du règne de Moubarak, où il y a eu énormément de révoltes de toutes les classes de la société contre ce régime qui devenait de moins en moins crédible, on sent que la figure du père qui avait été rappelée par le peuple égyptien est totalement décrédibilisée, mais il y a quelque chose, un événement qu'on attend pour signifier que on ne veut plus de sacralité paternelle. Ça va être le rôle de Tahrir. Je vais te donner la parole tout. Oui, absolument. Mais juste pour revenir sur la dernière phrase de Adel, il y a cette phrase dans votre livre, 1967, le peuple se recompose pour remettre Nasser au pouvoir. En février 2011, le peuple se recompose pour chasser Moubarak du pouvoir. Voilà, c'était juste pour... À toi maintenant. Moi, Adel a parlé de l'évolution de la société égyptienne comme on la voit aujourd'hui. Moi, je voudrais parler ou dire quelques mots à propos de l'évolution de notre pensée. Comment nous sommes arrivés à voir la société égyptienne de cette manière. Quand nous avons commencé notre vie il y a assez longtemps, nous étions des marxistes, des léninistes. D'abord, nous étions des militants nationalistes. Je sais que nationaliste ici n'a pas le même sens qu'en Égypte, mais
C'est-à-dire, nous étions des militants patriotiques. Pour nous, il y avait deux choses qui existaient. Les forces d'occupation anglaises et le peuple égyptien. Entre les deux, il y avait les traîtres, les gens qui collaboraient avec les Anglais, mais l'essentiel était là, les Anglais et le peuple égyptien. Après, nous avons appris le marxisme. Et pour nous, l'histoire est devenue la lutte de classe. Le moteur de l'histoire, c'est la lutte de classe. L'individu, on n'entendait pas parler de l'individu. Il y avait le Parti communiste, le comité central, le bureau politique, tout ça, mais il n'y avait pas d'individu. Staline n'étaient pas vraiment des individus, c'était les représentants d'une classe. Après, nous avons fait la connaissance d'un homme, un écrivain égyptien assez connu, ou très connu même à l'époque. Je ne sais pas, tu la connais peut-être. Il s'appelle Khaled, Mohamed Khaled. Celui-ci avait été un azharite, c'est un religieux. Il a écrit un livre qui s'appelle « Par ici, nous commençons ». Et pour lui, le point de commencement, c'était la séparation entre l'État, les affaires d'État et la religion. Contrairement à ce que tout le monde pensait à l'époque, c'est-à-dire l'islam est une religion et un pouvoir d'État, lui, il disait qu'il fallait séparer, comme disait Adel, la sécularisation du pays. Il a suivi ça par un autre livre qui s'appelle « Citoyens et pas sujets ». Nous voulons être des citoyens et pas des sujets au roi. C'était le temps du roi. Pour nous, c'était un sujet assez bizarre. Citoyens et pas sujets, dans la lutte de classe, les classes, tout ça, c'était un peu embrouillé. Mais peu à peu, nous avons commencé à voir son point de vue. Et nous avons été mis en prison. En prison, nous avons eu l'occasion de publier, d'écrire quelques articles ou quelques trucs dans un journal qui circulait parmi les internés. Alors, notre premier article, c'était le rôle de l'individu dans l'histoire. C'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à voir un peu plus clair que l'individu a un rôle dans l'histoire du pays. Et nous nous sommes intéressés à voir l'évolution de l'individu dans la société. C'est comme ça que nous sommes arrivés à ce livre-là. Je sais qu'après ça, il y a 30 ans, nous avons écrit un autre livre qui s'appelle « Versant sud de la liberté » où on parlait de ce problème. Aujourd'hui, on essaie d'écrire l'histoire moderne de l'Égypte à partir de ce point de vue. Bien, ça change. Tout le temps, ça change, mais pour nous, l'essentiel maintenant, c'est d'essayer de répondre à la question pourquoi, dans ces pays de tiers-monde, qu'on appelle tiers-monde, au monde de développement, au monde en retard ou n'importe quoi, pourquoi ces pays n'arrivent pas à une situation où la démocratie prévaut. C'est notre tentative. Merci beaucoup pour cet éclairage, en fait, qui permet de comprendre aussi comment vous êtes arrivé à aborder cette histoire de l'Égypte sous cet angle de l'individu. Et ces précisions, Bargad, du coup, je crois, sont très précieuses pour bien comprendre quel est vraiment le sens de votre cheminement intellectuel depuis les années 60, finalement, où vous connaissez, où vous travaillez, où vous réfléchissez sur cette évolution de ce citoyen, sujet d'abord, citoyen égyptien, l'émergence de l'égyptianité, dont vous parlez beaucoup aussi dans cet ouvrage.
comment, avec le moment de Nasser qui est très important, où on voit que c'est le premier finalement homme d'État égyptien depuis les pharaons, donc l'émergence et ce que cela représente et l'importance que ça peut représenter, et en même temps le renversement qui s'effectue lorsque le peuple égyptien descend dans la rue pour rappeler Nasser, mais du coup ça a cassé quelque chose, comme tu l'expliquais très bien tout à l'heure. Donc là, on a vraiment une histoire longue de cette émergence de cet individu égyptien, de ce citoyen égyptien, et qui s'est incarné lors du soulèvement de Tahrir. Et il y a d'ailleurs dans cet ouvrage un point qui est très important et qu'on retrouve tout au long de l'ouvrage, c'est l'importance des places, où il y a régulièrement des soulèvements, des manifestations, et le rôle des places, tout au long de ces 450 pages, on retrouve régulièrement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, les Égyptiens descendent dans la rue, investissent une place, expriment les revendications qu'ils souhaitent exprimer. Et on voit vraiment, au début j'avais commencé à relever le nombre des pages où on parlait de ces places qui sont occupées, et j'ai arrêté parce que la liste était beaucoup trop longue. Mais tout ça pour dire que ce qui s'est passé en 2011, et je pense que c'est ça aussi qui est important, ça vient évidemment pas de nulle part, et tout ce récit permet vraiment de beaucoup mieux comprendre ce phénomène. Et comme je disais en introduction de mon propos, et j'y tiens beaucoup, de voir que cette évolution, cette maturation de ce peuple égyptien, de ce citoyen égyptien, du jeu finalement. Ce qui est important aussi, le jeu JE qui émerge, et ça n'est plus simplement une masse, mais l'Égyptien, le citoyen, est un acteur et il parle en son propre nom et n'est pas simplement noyé dans la masse. Et avec cette phrase que vous citez, ce slogan que vous citez dans votre ouvrage à la fin, qui est une phrase que vous avez repérée sur un mur du Caire en 2011, qui dit « Le régime n'a pas changé, mais le peuple a changé ». Et ça, je crois que ça en dit aussi beaucoup sur ce qui s'est passé en 2011. C'est très bien. Là, en 1 heure, bravo, vous nous avez donné un panorama d'une heure de récit de cette histoire. On vous a écouté comme on écoute un conteur. Enfin, en tous les cas, 1 heure, c'est peu pour résumer le livre. Là. Non, mais c'est pour ça que ça peut que donner envie de lire, Bahgat, évidemment, puisque on a effleuré, enfin vous avez effleuré l'essentiel, mais ça mérite vraiment une plongée et de se laisser porter par cette histoire et de se laisser vraiment porter par ce récit qui est un récit, je le répète, qui se lit pour moi en tous les cas, que j'ai lu comme un roman. Mais donc il nous reste une demi-heure, donc je vous propose de vous donner la parole pour ceux qui souhaitent aller plus en avant sur un des points qui a été soulevé ou d'aborder un point qui n'a pas encore été. Bonjour, madame et messieurs. J'ai une petite remarque et après une question. La remarque, c'est comment des dictatures qui ont sévi en Amérique latine, je pense au plan Condor, au coup d'État du 11 septembre, quand on parle de 11 septembre, on oublie 73, ont débouché par la suite à la fin de ces dictatures, comme d'ailleurs en Espagne, par l'avènement de la démocratie. Et comment, dans les pays arabes, l'Égypte n'est pas à exclure, les dictatures débouchent sur des dictatures. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, là, vous l'avez peut-être omise, c'est l'expulsion des Égyptiens de confession juive après la guerre, après l'expédition, je crois, des trois puissances, Israël, l'Angleterre, la France. En 57, je crois, ils ont été expulsés. Les Égyptiens juifs ont été... C'est en 56 qu'ils ont été exclus. Ah, donc je me trompe. Donc ils étaient renvoyés, enfin, ils étaient expulsés. Ce sont des citoyens dont l'existence remonte au peuple juif de l'île éléphantine, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ceci, je ne sais pas, il est passé comme une lettre à la poste, et l'Égypte, eux, ne l'ont pas encore oublié. Merci. Et je dis qu'ils sont pas en renvoyés sans un sou, pas même la bague d'alliance. Merci. On va peut-être prendre 2-3 questions. Vas-y. Bon, je vais vous étonner. Je vais vous dire ce que je crois. Je crois que c'était un accord entre Israël et l'Égypte
de laisser partir les Juifs ou de forcer les Juifs à quitter l'Égypte. N'oublions pas qu'à partir de 48-49, le pouvoir israélien au Moyen-Orient faisait tout pour que les Juifs d'Égypte quittent l'Égypte. Ils avaient même organisé des opérations terroristes en Égypte pour forcer les gens à prendre parti contre les Juifs. Mais curieusement, les Égyptiens n'étaient pas racistes. Ils n'étaient pas contre les Juifs. Il n'y avait pas eu de réaction. Et c'est pour ça que je vous dis que je crois que c'était un accord entre les Israéliens, un point dans l'accord pour que les Israéliens se retirent de Sinaï, de laisser partir les Juifs ou de les forcer à partir pour aller en Israël. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est une question très intéressante. Mais je trouve dommage qu'on quitte le fil conducteur de ce livre. Mais enfin... Bon. Mais on ne pouvait pas... Il y avait la question sur le départ des Juifs s'il n'y a pas eu expulsion, je ne sais pas. Mais il y avait une autre question, monsieur, qui portait sur le fait que à la dictature succède une autre dictature et que jusqu'ici on n'arrive pas à instaurer à peu près nulle part quelque chose qui ressemble à une vie de citoyen démocratique. Oui, alors c'est ça le cœur du sujet. Ouais, oui, exactement. Au fond, ça revient à résumer en 10 minutes les 7 années qui sont passées depuis la place Tahrir, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il y a véritablement eu un mouvement populaire d'une ampleur inégalée, et puis finalement, on est revenu à une dictature dont tout le monde reconnaît qu'elle est pire que ce qu'on n'a jamais connu à l'époque moderne. Bon. Bien pire que Nasser. Alors, il y a, je crois, 200 pages sur les 450 du livre où nous parlons de ça. Nous avons beaucoup parlé de l'émergence de l'individu. Il faut, précisons-le si ce n'est pas assez clair, il ne s'agit pas de proclamer vive l'individualisme, que chacun fasse ce qu'il veut. Ce n'est pas du tout ça. C'est le fait qu'émerge dans une vaste complicité intellectuelle et sentimentale entre des millions d'Égyptiens, qu'émerge le sentiment où chacun de ceux qui sont là se considère comme responsable des autres. C'est une forme d'individualité, puisqu'il y en a d'autres, bien sûr, qui jusque-là n'était pas du tout destructrice du collectif. C'est quelque chose d'assez miraculeux qui fait que sur la place Tahrir, les gens qui sont descendus ont découvert au fil des jours, puis des mois, puisque ça a quand même duré 2 ans et demi avec des hauts et des bas, mais même si on ne prend que les 18 premiers jours, les 18 glorieuses, où on a renversé à la fin Moubarak, il y a le sentiment que les Égyptiens eux-mêmes ont découvert, parce que chacun n'en était pas conscient. Vous devenez conscient de cette chose, que quand vous êtes sur la place avec des millions d'autres, et vous découvrez avec ravissement, non seulement que vous existez, mais qu'il y a tellement d'autres personnes qui pensent comme vous. Et vous ne fusionnez pas comme on pouvait fusionner avant, dans des foules où un dirigeant pouvait donner des ordres et puis voilà, la foule suit. Ce n'est pas une masse indistincte. Il y a d'ailleurs, et c'est capital de le dire, c'est presque miraculeux. Il n'y a pas de chef national tout au long. Il n'y a pas eu. Ce qui d'ailleurs, à la fin, allait révéler une grande faiblesse. Mais pour le départ, pour le moment de l'explosion créatrice, il n'y a pas de chef. Il y a, d'une part, ce qu'on a appelé les activistes, et qui, eux, avaient déjà un langage entre eux à travers le Facebook, etc., une sorte de préparation, mais qui connaissaient chacun un petit groupe, ou qui chacun avait sa petite
petite organisation. Mais en gros, il n'y a pas de chef national, alors qu'au cours de ces 18 jours, il y a eu un fantastique matraquage, non seulement de la répression, de la police d'abord, puis qui se retire, puis l'armée qui vient tenter d'étouffer le mouvement, puis ensuite les télévisions qui insultent les manifestants. On ne faisait que répéter que c'était des agents d'Israël, de l'impérialisme, du truc, et ils sont là, et ils sont payés pour venir. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer dans des télévisions d'État, il y a tout eu, et l'ensemble de ces complots a peu été éventé. Enfin, il y a quand même eu au moins 800 morts sur ces 18 jours. Donc, il y a eu toutes les formes de répression. Et malgré ça, ce qui émerge, c'est le sentiment que un nouveau citoyen est né sur cette place avec un sentiment absolument impossible à effacer, même après toutes ces années, à savoir, il y a eu un moment où chaque citoyen égyptien était plus important que M. Moubarak. C'est comme ça que c'était perçu. Parce que c'est un renversement radical de la situation psychologique des gens. Jusque-là, la politique, l'intérêt commun, le rôle de l'État, la nation, il y a quelqu'un qui parle pour elle, c'est le chef de l'État. Bien sûr, tout ça a été très affaibli, mais il a fallu tahrir pour en finir, pour balayer ça. Eh bien, durant ces jours, chaque citoyen égyptien avait le sentiment que de sa décision, de sa volonté, de son courage, dépendait le sort de l'Égypte et que c'est lui qui allait trancher ça. Il faut savoir que malgré toutes les... Il y a eu des tentatives, les frères musulmans qui sont entrés dans le mouvement avec aussi une forme de collaboration directe avec l'armée pour tenter de le circonscrire. On peut revenir ensuite là-dessus, bien sûr. Mais en gros, cette chose-là, nous l'avons définie comme étant la sécularisation définitive du pouvoir. Le pouvoir peut redevenir dictatorial, peut redevenir sanguinaire, comme il l'est devenu. Il ne deviendra plus jamais sacral. Monsieur Sisi n'est pas sacré. On le considère, on l'a voté pour lui ou pas, peu importe. Il est là, on l'aime ou on ne l'aime pas, on est d'accord avec lui ou on n'est pas d'accord, on se révoltera peut-être un jour, on ne sait pas, mais il n'y a plus rien de sacré en lui. Ce qui s'est créé dans ce nouveau rapport entre gouverné et gouvernant, c'est que une chose évidente qu'on a vue d'ailleurs sur la place des femmes incultes. Je dis des femmes parce que, encore moins que les hommes qui parlent politique, et qui disaient qui avaient découvert la place de mandant face à un mandataire. Et ça, c'est totalement nouveau. Elle disait, mais Moubarak, mais c'est moi qui lui paye ses palais. Moi. Elle n'avait rien, mais les quelques centimes qu'on lui prenait comme impôt, etc., elle savait que c'était ça qui... Donc, c'est ce chambardement incroyable dans les esprits, dans les cœurs, dans les consciences, qui fait qu'un dirigeant, maintenant, il est bon ou mauvais, dictatorial ou pas, on verra, mais je ne le sacralise plus. C'est un dirigeant. C'est mon mandataire. Alors, il reste à imposer un vrai mandataire. Voilà, donc, personne ne dit que le chemin est terminé. Ouais. Mais il y a quelque chose qui a été gagné et qui est, maintenant que tout le monde vous dira, c'est un acquis. Bon, mais pourquoi est-ce que le dictateur est revenu? Eh bien, Bagat aime bien insister sur cet aspect-là. C'est pas seulement en Égypte, d'ailleurs vous-même vous l'avez noté, c'est pas en Égypte qu'on n'a pas réussi à trouver une nouvelle forme de démocratie. C'est partout dans le monde. Il manque quelque chose, et pas seulement dans les pays... en développement, enfin, comment on les appelle là? On a changé de nom. En voie de développement. En voie de sous-développement. C'est partout, puisque en France nous avons, enfin, on pourrait aussi en parler avec les Gilets jaunes. Il y a le fait que
il y a des formes de crise de la démocratie dans un monde de plus en plus planétarisé, plus dépendant d'une classe mondiale, etc. Bon, il y a tout un procès à faire, mais qui fait que dans un pays comme l'Égypte, vous avez ce mouvement populaire, ce mouvement extraordinairement créatif, mais qui, au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, n'ayant pas créé une nouvelle utopie, une nouvelle manière de penser le rapport entre gouvernants et gouvernés, il s'épuise peu à peu. Et il y a d'ailleurs on a eu des discussions incroyables avec des gens fantastiques, mais à qui on disait, bon, au bout de 6 mois, d'1 an, vous ne voulez pas faire un rapport sur ce qui a été fait, raconter ce qui s'est passé, tirer des leçons, essayer de... Personne ne voulait même tenter de penser de manière un peu articulée. Il y avait une confiance absolue dans la spontanéité des choses. Elle avait fait tellement de choses, cette spontanéité, qu'on lui faisait encore confiance. Elle allait résoudre les problèmes. On ne voulait pas de chef, on ne voulait pas de programme, on ne voulait pas d'organisation, on ne voulait pas... J'exagère à peine, à peine. Alors, à partir de ce moment, il arrive à un seuil au-delà duquel toute une partie du peuple qui est resté en sympathie avec l'idée de révolution, avec Tahrir, avec la tentative qui a été faite après d'imposer un dirigeant. Pendant un moment, ça a été El Baradei, mais ça n'a pas marché. Il y avait un dirigeant civil qui serait directement lié par la confiance à la place publique et qui remplacerait l'armée. Bien sûr, l'armée n'a pas accepté. Ils ont fait tout un micmac avec les frères musulmans. Bon, c'est une autre affaire. Mais une fois qu'on se rend compte qu'il y a une telle impasse, la nature a horreur du vide, et encore moins l'armée égyptienne qui, elle, était restée un peu sur le bas-côté, qui a saisi l'occasion d'un grand mouvement authentiquement populaire, mais sans tête, de renverser les frères musulmans, de prendre le pouvoir et finalement de chevaucher tous les lands révolutionnaires. Si votre question s'adresse essentiellement à l'Égypte, il y a un élément dont nous n'avons pas parlé jusqu'à maintenant. Nous sommes à l'époque de la globalisation, c'est-à-dire il y a des forces partout dans le monde qui interviennent directement et indirectement et qui influencent ce qui se passe dans chaque pays. En Égypte, si les frères musulmans n'avaient pas accepté la pression des États-Unis et s'étaient retirés de pouvoir pacifiquement, nous ne serions pas là. Vous suivez l'affaire Morsi, quand il y a eu les 20 millions dans la rue pour lui demander de partir, il n'a pas voulu partir. Quand on lui a demandé de faire un référendum ou des nouvelles élections, il n'a pas voulu. Quand ils sont partis enfin sous la pression de l'armée, ils ont engagé des opérations terroristes en Égypte, ce qui a donné à l'armée tout à fait l'argument nécessaire pour imposer un système autoritaire, comme disait Adel, que l'Égypte n'avait pas connu. Ça, c'est notre analyse. Mais il y a de l'autre côté dont Adel a parlé, c'est-à-dire qu'aucune révolution jusqu'à maintenant n'a réussi à réaliser ce qu'il voulait. Et pourquoi? Parce qu'aucune révolution n'a pas un manuel, comme dans le temps, qui lui indique comment agir et où arriver. Oui, c'est bien vu ça. Il va falloir faire un manuel. Oui. Voilà, donc je voulais vous remercier pour votre panorama de l'histoire moderne égyptienne. Et j'avais une petite question sur la question de la constitution dans la subjectivité politique des Égyptiens, puisque au fait, on a vu après le mouvement Tahrir que la question de l'élaboration d'une nouvelle constitution, c'est un peu devenu l'enjeu politique principal. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui était lié à ce mouvement Tahrir et à cette idée de perte de sacralité du dirigeant et le fait qu'il y avait besoin d'un rapport peut-être de mandant et donc de responsabilité des dirigeants par rapport aux citoyens, donc ce qui implique une constitution et des règles, ou c'est quelque chose qui
se retrace peut-être de manière plus profonde dans l'histoire politique égyptienne. Enfin voilà, c'était sur la question du droit et de la constitution dans la subjectivité politique des Égyptiens. Est-ce que c'est quelque chose qui est apparu avec Tahrir, qui était peut-être... J'ai compris la question. Voilà. Et c'est une très bonne question. Et ça remonte très, très, très loin. Le constitutionnalisme égyptien est une tendance d'une très, très grande importance dès la fin du 19e siècle. Donc déjà, l'idée de constitution émerge de la formation de cette proto-classe moyenne qui se trouve en position de demandeur, mais respectueux, vis-à-vis du chef de l'État, qui est encore un prince, et qui, en l'occurrence le vice-roi Smaïl, lui demande des éléments de constitution pour pouvoir, ne serait-ce que imprimer la volonté encore nébuleuse du peuple sur les décideurs. Et d'ailleurs, le vice-roi, en l'occurrence, accepte, dès les années 70, il y aura plusieurs élections censitaires, évidemment, et où on met des éléments de constitutionnalité qui restent sur un plan consultatif pour le vice-roi, mais qui, au moment où les éléments vont se préciser, au moment où il y aura un début de révolte, on va aller jusqu'à une constitution considérée comme étant non pas seulement consultative, mais légalisant la volonté populaire. Donc nous remontons vraiment au XIXe siècle, ce en quoi il y a eu d'ailleurs parallélisme entre l'Égypte et la Tunisie. C'est les deux pays égyptiens qui, à peu près au même moment, à quelques années près, ont connu les mêmes... Non, c'est très intéressant. Il ne faut pas oublier en plus que en 1919, la grande révolution nationale, on n'a parlé que de ça pendant des années. Une constitution, d'ailleurs une constitution intéressante parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour que les Anglais puissent quand même ne pas être exclus à cause d'elle. Mais en plus, il y a eu des constitutions successives, le roi voulant imposer la sienne, le parti Wafd démocratique voulant imposer la sienne. Bon, enfin, non, donc l'histoire d'une constitution est pratiquement parallèle avec l'émergence de cette nouvelle classe sociale où l'individu commence à avoir son rôle, pour retomber sur nos pattes. Est-ce que ça fait partie, selon vous, de la subjectivité des élites d'opposition, d'une certaine élite libérale, qui est une élite, mais pas forcément dans l'État, mais qui est une élite peut-être au niveau des classes sociales et qui a les moyens de s'opposer? Ou est-ce que c'est devenu aussi, ça fait aussi partie de la subjectivité politique des classes sociales peut-être un peu moins importantes que la Constitution, suite notamment au moment de Tahrir? Heureusement, tu comprends, moi non. Oui, je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Vous voulez dire qu'il y aurait comme une élite qui parle de ça, mais que subjectivement... Oui, est-ce que c'est devenu en fait un sujet... est-ce que ça fait partie, je sais pas, de la subjectivité des gens qui descendaient dans la rue ou des gens... est-ce que ça a dépassé le cadre, on va dire, des élites oui, absolument. libérales? Absolument. Et d'ailleurs, pour aller vite, au moment où Bag a cité tout à l'heure le fait que les frères musulmans ont eu un rôle historique au moment où ça a craqué de toutes parts, s'ils avaient accepté de reculer, de faire des concessions, peut-être que ça aurait eu Ils ont préféré rejeter ça. Enfin, et en plus, encouragé par les Américains. Encouragé par les Américains. Mais c'était très... Enfin, on le savait, on se réunissait chez l'ambassadrice américaine qui leur disait résister. Et d'ailleurs, durant tout la citadelle assiégée qu'a été la place de Rab'a al-Adawi pendant 6 semaines, les discours enflammés de la place, le lendemain, ils étaient repris par le New York Times, et le surlendemain, tous les journaux du reste de l'Europe les reprenaient comme étant la voie de la démocratie. En fait. Bon, il y a eu donc une
tentative de résister par la violence, par la provocation. Bon, ok. Qu'est-ce qui a fait que l'armée, et en l'occurrence la police qu'elle a ramené dans ses fourgons, ont réussi à reprendre les cartes en main? C'est notamment le fait qu'il y a eu de la part de l'armée qui a repris le pouvoir l'intelligence, elle a été intelligente pendant un moment, l'intelligence de dire nous ne sommes pas là pour reprendre tous les pouvoirs, non, c'est le peuple. Et donc, on va discuter à la télé, avec des séances interminables suivies par des millions d'Égyptiens, d'une nouvelle constitution. Et donc, tout le monde parlait de constitution, etc. Bon, ce serait passionnant de reprendre ces débats, parce qu'on voit bien que le ver était dans le fruit, que dès qu'on parlait, par exemple, dans la nouvelle constitution, des pouvoirs de l'armée, du budget de l'armée, on ne discute pas. Et on voyait des gens, tout ce qu'il y a de plus honnête. On leur posait la question, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous faites passer subrepticement tout ce qui peut se retourner contre vous. Bon. Comprenez-moi à demi-mot. Non, c'était pas tout à fait, tout à fait libre, mais c'était juste pour revenir à votre question. L'idée d'une constitution discutée en public a effectivement occupé la très grande majorité des forces vives du peuple égyptien, y compris les activistes, y compris les gens qui ont fait Tahrir, qui étaient relativement dépassés, mais qui aussi ont accepté de jouer le jeu. On a tous pensé que l'armée ne reviendrait pas en arrière, ne pourrait pas refaire cette horreur-là, qu'elle aurait compris qu'il y a des choses changées et qu'elle allait tenir compte. Bon, on s'est trompé du tout au tout, mais ce sur quoi Baghdad voulait insister, c'est le fait que les frères musulmans ont joué un terrible rôle. Bien sûr, ils sont maintenant dans les prisons avec tous les autres activistes, mais là aussi, malheureusement, c'est un trop grand sujet, mais un immense et très beau sujet. Les frères musulmans, qui sont nés en 1928, arrivent au pouvoir donc en 2013, dans des circonstances sur lesquelles je ne reviens pas. Quand ils prennent le pouvoir, beaucoup de gens se sont dit, bon, peut-être que, voilà, ils vont évoluer, le pouvoir d'État, ça vous impose d'aller au-delà de vos petits copains, etc. Mais c'était oublier que les frères musulmans sont des idéologues, que l'idéologie des frères musulmans, ce n'est pas la religion, je l'utilise comme autre chose. Ils ont reçu le pouvoir avec le sentiment que c'est Dieu qui le leur avait enfin donné. On n'a pas lutté pendant 80 ans pour mériter ce regard de Dieu, pour ensuite le sacrifier parce qu'il y a quelques jeunes qui ont envie de démocratie. On a essayé de jouer le jeu, mais non. Fondamentalement, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier qu'ils ont tout gâché parce qu'ils étaient out, parce qu'ils étaient ailleurs, parce qu'ils ont continué, et après tout, on peut le comprendre. Il faut se mettre à leur place. Si vous vous mettez à leur place, vous comprenez tout de suite qu'ils ne pouvaient pas ne pas tout gâcher. Voilà. Oui. On va prendre deux dernières questions. Bonsoir, merci pour ce remarquable exposé. Je voudrais vous poser une question tout à fait d'actualité. Est-ce que vous ne croyez pas que dans le peuple égyptien, il y a une très forte conscience du drame économique que vit le pays, puisque Al-Sisi lui-même a dit que le pays avait maintenant 100 millions d'habitants, ce même pays qui en avait 3, que vous nous avez rappelé au début du XIXe siècle. Est-ce que le peuple égyptien n'a pas une très forte conscience de sa dépendance économique et financière par rapport à l'extérieur, et qu'il vit ça comme une espèce de fatalité étrange, enfin épouvantable en même temps, qui touche à la vie quotidienne de tout le monde? Et est-ce que
dans une espèce d'acceptation du pouvoir de l'armée ne doit pas être comprise comme le résultat du fait que tout le monde se rend compte que l'armée a un pouvoir économique absolument décisif et qu'on ne peut que le subir. Merci. Monsieur, vous aviez peut-être, on va prendre l'autre question, et puis après vous répondrez et on finit. Allez-y, monsieur. Oui. Je voudrais revenir à la question du parallélisme avec la Tunisie. Je veux dire, les Tunisiens auraient pu faire le même raisonnement et faire un coup d'État et empêcher, mais ils ont quand même réussi par les élections à sortir ceux qu'ils avaient amenés au pouvoir par les élections. Est-ce que, en définitive, le coup d'État de Morsi avait pour but d'empêcher cette solution-là, d'empêcher le peuple lui-même de les ressortir par la voie des élections, parce que du coup, ça aurait dévitalisé, je voulais, le rôle de l'armée comme arbitre dans le pays. Le peuple aurait enfin repris. Merci. Alors, c'est une bonne question. Allez. Pour autant que je comprenne les deux questions. D'abord, nous ne sommes pas des économistes, donc nous ne pourrons pas trop approfondir les questions économiques. Mais est-ce que le peuple égyptien comprend l'acuité des problèmes économiques? J'en doute. J'en doute d'abord parce qu'on ne livre pas les statistiques, on ne livre pas de véritables des éléments qui permettraient, même à une élite politique, de savoir où ils en sont. D'autre part, et là, l'intervention de l'armée est quand même très, très frappante. Il faudrait voir si ça se compare à n'importe quel autre pays. Il paraît que c'est même bien pire que l'Algérie, ou peut-être que, je ne sais pas, il y a la Thaïlande maintenant. Enfin, il y a un certain nombre de pays où l'armée intervient très directement dans l'économie. Mais là, c'est à tous les moments du processus économique, partout, dans tous les domaines. Vous devez passer par une décision de l'armée. Donc, ça, c'est visiblement conçu actuellement par le pouvoir du maréchalissime, si c'est pas maréchalissime. D'ailleurs, je ne résiste pas à l'anecdote que je ne sais plus quelle. Vous savez qu'on n'a pas le droit, comme ça, dans la pratique diplomatique et militaire, de nommer quelqu'un maréchalissime s'il n'a pas conduit de très grandes batailles connues. On dit maréchalissime Zhukov en Russie, qui avait dirigé l'armée russe à Stalingrad, le maréchalissime Rommel, qui n'a jamais conduit une bataille. Et il paraît qu'il y a un diplomate britannique qui était arrivé en Égypte. On venait de transformer, si c'est en maréchalissime, il n'était pas seulement maréchal. Et il a dit, ah bon, mais rappelez-moi quelle bataille il a conduit. Bon, de toute façon, on peut dire que le peuple égyptien peut-être accepte l'armée. Nous sommes dans une période qui nous rappelle celle qui avait précédé l'arrivée des Français en Égypte, les Mamelouks. C'est-à-dire l'armée égyptienne maintenant est considérée comme des Mamelouks. Pourquoi? Parce qu'elle détient presque tout. C'est-à-dire économiquement, même la classe capitaliste en Égypte souffre de ce qui se passe en Égypte parce que c'est l'armée qui détient tous les projets. Alors que le peuple égyptien accepte ça, le peuple égyptien a certainement accepté ça en 2013, quand l'armée est intervenue pour chasser Morsi. Le peuple égyptien était tout content, mais maintenant ce n'est pas la même chose. Je vous raconte une blague que nos amis connaissent, qui n'a jamais eu lieu à propos ni de Nasser, ni de Sadat, ni même de Moubarak, qu'un collaborateur du président passe dans la rue et voit la statue de soldat inconnu. Alors il s'arrête pour regarder et voilà la statue qui lui dit « Je veux un cheval. Je suis très fatigué d'être debout tout le temps. »
le type ne croit pas ses oreilles. Elle revient au palais présidentiel, elle dit au président, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Elle lui raconte la scène. Elle lui dit, non, surtout ne dis pas ça aux journalistes, parce que si tu leur racontes ça aux journalistes, nous serons risibles. Mais ça s'est passé comme ça. Bon, très bien, je vais venir avec toi, on va voir. Ils arrivent à la statue, ils s'arrêtent, et le président dit à son collaborateur, mais il n'y a rien là, il n'y a rien. Et voilà la statue qui dit à l'autre, je vous ai demandé un cheval, pas un âne. C'est typique, ouais. Ça, c'est typique des blagues égyptiennes. Donc, pour en revenir à la différence, il y a beaucoup de différences intéressantes entre la Tunisie et l'Égypte. La toute première, malheureusement pour l'Égypte, c'est que l'armée égyptienne a un poids énorme depuis Arabi, depuis quasiment 200 ans. Tandis qu'en Tunisie, elle n'a qu'un poids symbolique. Donc ça, c'est quand même... Il est évident qu'on a détruit la sacralité du pouvoir, mais il se trouve aussi que les corps intermédiaires, dont les syndicats, dont l'Union nationale des syndicats tunisiens, a gardé un poids que Bourguiba n'a pas tenté de détruire. Donc voilà, il y a des différences qu'on peut citer qui sont très intéressantes et qui font que la Tunisie s'en sort mieux, bien évidemment. Elle a d'autres problèmes, bien sûr, économiques, énormes et tout ce qu'on veut. Mais elle s'en sort beaucoup mieux sur le plan politique, y compris quand on sait que est actuellement en train de se préparer une loi qui va donner à la femme des droits qu'elle n'a jamais eu en pays musulman. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un avantage. Simplement, notons ce que bien des amis tunisiens n'ont pas cessé de nous répéter. Au moment où il y a grandes manifestations anti-Morsi et puis l'armée qui prend le pouvoir, il se trouve qu'il y avait une tentative réelle de la part du parti Ennahda, c'est-à-dire les frères musulmans en Tunisie, qui tentaient, ils étaient déjà partenaires principaux du pouvoir, ils tentaient d'imposer une hégémonie encore plus nette. Quand il y a eu le coup d'État en Égypte, ils ont immédiatement perçu, intelligemment d'ailleurs, oh là, on ne prend pas ce risque, on revient en arrière. Et tout le monde le sait. Ça a changé en quelques jours. Les frères musulmans ont dit, OK, non, on va attendre. Il me reste à vous remercier chaleureusement tous les deux d'être venus présenter ce livre. Je vous recommande vraiment la lecture de l'ouvrage.